Au nom du président de notre association, Vincent Boubaz, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints sur ce chat live. Version, 23e version, une mouture particulière, ma chère Irène, une mouture, disons, directe pour répondre à vos questions, essayer autant que faire se peut d'être au plus près des actions que nous menons sur le terrain en tant que militants. Et c'est à ce titre que Madame Irène Desjardins ainsi que moi-même, Jean Winder, vice-président de l'association, allons répondre à vos questions et tenter d'apporter les réponses les plus appropriées. Dans ce chat live, nous avons décidé de le consacrer aux relations dites conflictuelles ou aux conflits que l'on peut rencontrer dans le cadre de nos métiers. Quel intérêt y avait-il à mettre en avant les relations conflictuelles au sein de la communauté éducative? Nous avons pu nous apercevoir au travers de nos dossiers, et en particulier du baromètre 2021, qui reprenait les 5 ans d'exercice, que cette thématique était effectivement une thématique de fond, qu'elle était particulièrement prégnante, avec une augmentation de 7 à 17% de la plupart de nos dossiers. Alors quand je parle de nos dossiers, je parle de nos dossiers de renseignement juridique personnalisé, qui sont, comme le rappelait finalement la présentation, qui sont peut-être les dossiers de fond de l'ASL, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous n'allons pas directement vers le juridique, mais où nous apportons la compétence des militants pour vous répondre. Toutes les actions militantes ont 3 objectifs: sensibiliser, informer, mais principalement accompagner, protéger et conseiller. Au-delà de ce dossier, au-delà des dossiers que nous retrouvions dans le baromètre, nous avons eu cette année une étude dite climat scolaire qui a été publiée le 18 octobre. Elle reprenait la totalité, effectivement, on va dire, des situations que vous pouviez rencontrer. Et je vous conseille en tout cas d'aller lire très précisément ce dossier. Le constat que nous faisions dans le baromètre est le même qui a été fait effectivement à l'issue de cette enquête climat scolaire. Et à nouveau, on constatait une dégradation constante des relations au sein de la communauté éducative, au sein des équipes éducatives, avec toujours un fort sentiment de ne pas être respecté, d'être diffamé, harcelé, et pour tout dire, d'être dans un véritable mal-être professionnel. Mal-être professionnel où les victimes, bien évidemment, ont à nouveau ce vécu d'isolement et d'abandon. Abandon, alors nous y reviendrons, parce que les réponses apportées dans le cadre professionnel semblent ne pas être à la hauteur. Nous allons ce soir, donc, avec Madame Desjardins, tenter de répondre à l'ensemble des questions qui se posent, mais je vous engage, au-delà de ce chat, à consulter, questionner finalement nos équipes départementales, sans délégation départementale sur l'ensemble du territoire, avec un réseau d'avocats tout aussi complet, réseau d'avocats qui apporte évidemment l'expertise juridique, mais en première intention, c'est bien l'expertise de professionnels de l'éducation, donc ils sont parfaitement connaisseurs, on va dire, du terrain et des problématiques. Eh bien, ma chère Irène, ce moment interactif va démarrer. Je te propose d'expliciter à nos internautes les modalités de fonctionnement de ce chat. Si tu veux bien, prends la parole et puis bienvenue Irène. Merci, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, pour poser vos questions, vous allez trouver sur la droite de votre écran un module qui vous permettra en direct de poser les problématiques que vous rencontrez dans les écoles ou dans les établissements. Nous allons tenter, Jean-Louis et moi, de répondre à vos questions. Alors, peut-être trouverez-vous, avant d'avoir pu écrire vos réponses, une question déjà posée par un autre internaute. Donc voilà, essayons d'éviter les redondances au maximum, mais sachez que nous allons nous employer à répondre à toutes vos questions. Alors pour l'instant, je ne vois pas encore de questions, mais je pense que ça ne va pas tarder. Irène, je te pose quand même une première question. Nous-mêmes, militants, on va dire, de terrain, voyons dans notre quotidien des conflits dans les équipes avec des natures diverses. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 illustrations de conflits que tu as pu rencontrer, toi, en tant que militante de terrain? Alors, en tant que militante de terrain et en tant qu'enseignante de terrain. Oui, effectivement, les situations récurrentes aujourd'hui sont les conflits entre collègues au sein d'une même équipe.
Voilà, malheureusement, on constate une augmentation des situations difficiles au sein des écoles, des établissements. On constate aussi une incompréhension qui naît entre les équipes et les supérieurs hiérarchiques et des difficultés relationnelles qui engendrent des conflits parfois importants entre l'enseignant, l'équipe enseignante et son supérieur hiérarchique. Est-ce que tu pourrais nous donner, on va dire par exemple, quelques constantes que l'on voit dans ces conflits? Je te donne, moi, mon appréciation au vu de mon expérience de terrain. Ce que l'on voit très souvent dans les conflits, c'est au préalable une acceptation d'une situation qui, lorsqu'elle est analysée par nous, par nos équipes, on se dit, mais pourquoi n'ont-ils pas immédiatement entamé telle démarche et telle démarche pour éviter que le conflit n'arrive? Et le conflit vient toujours, semble-t-il, en tout cas dans la majorité des cas, le conflit arrive au moment où il est déjà bien installé. Et bien installé, en particulier quand il s'agit de relations entre chef d'établissement et équipe pédagogique ou un enseignant avec d'autres collègues, à propos de situations de terrain, que ce soit par exemple des relations à un moment donné difficiles avec des familles et pour lesquelles la réponse qui sera apportée en interne semble ne pas convenir. Ce que l'on a pu observer aussi, ce sont véritablement des situations, mais on les retrouve dans d'autres dossiers, où les personnels seraient, par exemple, insultés, malmenés finalement à travers des conversations, à travers des relations directes avec les familles, et pour lesquelles, effectivement, il n'y a pas immédiatement une réaction forte de la part, on va dire, de l'encadrement. En tout cas, c'est ce qui nous est rapporté à nous. Oui, effectivement, lorsque les délégations, les militants des départements sont contactés, c'est lorsque la situation s'est enlisée et qu'il n'y a pas eu de réponse de l'institution ou une réponse insuffisamment forte pour que la situation s'apaise. Alors, nous avons les premières vraies questions, on va dire, de fond qui correspondent tout à fait à nos situations. Carolina, qui nous pose cette question. Une élève a porté plainte à mon encontre et la direction ne m'a pas soutenu. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, effectivement, lorsqu'il y a une situation comme ça, la première chose, c'est de ne pas rester isolé et de contacter les militants de la délégation pour savoir quelle réponse éventuellement juridique peut être apportée à une situation comme celle-ci. Les militants des départements, des délégations de l'autonome sauront analyser la situation pour, pour accompagner, pour orienter l'enseignant dans ses démarches pour faire face à une situation, c'est-à-dire un dépôt de plainte par un élève. Donc, c'est vraiment une situation très difficile à vivre. Pour compléter, pour répondre à Carolina, on va dire en tout cas sur le vécu, lorsque nous recevons ce type de demande, on va dire par nos collègues adhérents, évidemment, cette situation, nous allons la questionner. Autrement, au-delà du terme dépôt de plainte, nous allons chercher à savoir ce que vous savez de ce dépôt de plainte. Est-ce un dépôt de plainte dont vous connaissez particulièrement, on va dire, le motif? Est-ce un dépôt de plainte parce qu'on vous accuserait de telle et telle chose? Est-ce un dépôt de plainte quand vous parlez d'une élève? En l'occurrence, un mineur ne peut pas déposer plainte, donc ça veut dire que forcément c'est un adulte qui lui-même est allé déposer plainte, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'enfant n'est pas à l'instigation, en tout cas de la situation. Ce qu'il faut dire, c'est que tout dépôt de plainte nécessitera obligatoirement pour nous, à ce moment-là, un accompagnement par nos avocats conseils. Parce que là, nous avons dépassé le cadre, bien sûr, d'un accompagnement de conseil professionnel, on est vraiment là-dessus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un dépôt de plainte à votre encontre signifie que vous devez activer la protection fonctionnelle. Isabelle nous contacte et nous dit comment contacter finalement les RH de proximité. Isabelle, je le vois. Comment contacter les RH de proximité? Comment demander immédiatement la protection fonctionnelle pour que cette plainte reste au niveau professionnel et n'entache pas votre vie privée? Alors, pour vous dire, oui, bien sûr, vous allez… Alors, nous, notre conseil toujours, c'est vous avez besoin d'être accompagné pour savoir comment faire ce dépôt, finalement, de demande de protection fonctionnelle. Mais entre-temps, il faut agir. Et la SL agit immédiatement, c'est-à-dire on vous prodigue les conseils, voire on vous envoie vers notre avocat conseil quand ça le nécessite pour que vous puissiez être suivi. Autrement dit, la protection fonctionnelle, vous allez avoir un délai de réponse. Et ce délai de réponse est souvent important. Et ce qui nous semble
tout aussi fondamental, c'est de ne pas rester seul pendant tout ce délai long avant d'avoir une réponse. Ensuite, vous pouvez évidemment, et c'est une nécessité, informer les RH de proximité de votre situation, fiche RSST, CHSCT, mais sachez que ça prend toujours un temps assez long. Et pendant ce temps, je dis, il ne faut pas rester isolé. Et la demande de protection fonctionnelle est à adresser au rectorat. Vous vous adressez au recteur pour demander la protection fonctionnelle. Normalement, sur les sites des rectorats, vous devez trouver les modalités, les modèles de courrier pour demander la protection fonctionnelle. Une question très intéressante de Claudine, parce que très souvent, nous avons ces situations dans les dossiers avant même qu'il y ait des dépôts de plainte ou quelque autre mesure judiciaire derrière. Un parent a envoyé un courrier anonyme par l'intermédiaire de parents délégués pour dénoncer soi-disant des actes reprochables ou de ma part à ma directrice et au maire de la commune. Dois-je porter plainte en diffamation? La première réponse, c'est pour avoir une véritable réponse bien posée, le dépôt de plainte doit être d'abord bien vu par nos avocats conseils. Pourquoi? Parce qu'un dépôt de plainte en diffamation est souvent, il faut le dire dans nos dossiers, non recevable. Pour diverses raisons, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments dedans pour être vraiment sur la diffamation. Et ensuite, le délai est vraiment très court. Et il y a le délai de 3 mois étant très court, il faut être immédiatement opérationnel. Si vous y allez toute seule, sans être finalement accompagné, sans qu'on vous n'ait pu vous faire parler sur la situation et donc vous dire presque les mots qu'il faut employer devant l'officier de police, vous risquez de recevoir une fin de non-recevoir, pour être exact. Et très souvent, ce que nous voyons aussi, c'est qu'il vaut mieux aller plutôt vers d'autres qualifications dans un dépôt de plainte plutôt que diffamation. Comme la dénonciation calomnieuse. Par exemple. Mais ça, ce sont vraiment l'expertise de nos avocats conseils qui vous permettront de le voir. Donc, en tout état de cause, 1, posez la situation. On vous reproche des choses, ça n'est pas preuve, ça n'est pas vérité, puisque la présomption d'innocence doit toujours être mise en avant. 2, bien sûr, vous devez être défendu, et c'est le sens et de la protection fonctionnelle et de l'accompagnement de l'ASL. Alors, une autre question, certains parents, c'est de Nicolas, certains parents s'organisent pour évaluer les enseignants sur les réseaux sociaux. Comment faire face à ce bouche à oreille numérique? Effectivement, c'est des situations qu'on retrouve de plus en plus. Les réseaux sociaux permettent à certains parents d'émettre des opinions, des remarques, des commentaires sur ce qui se passe dans les écoles. Plus ou moins désobligeant, Irène, oui, faut-il le rajouter, plus ou moins désobligeant. Souvent désobligeant. Souvent désobligeant. Nous sommes complètement dans un des risques de nos métiers, qui est maintenant, effectivement, les risques liés au numérique et aux réseaux sociaux. En l'occurrence, vous voyez, les propos qui sont rapportés pourraient effectivement être de l'ordre de la diffamation, pourraient être de l'ordre de l'outrage, pourraient être de l'ordre d'autres qualifications juridiques. Et il y a effectivement plusieurs possibilités. En tout état de cause, c'est déjà vérifier, on va dire, effectivement la teneur de ces propos, récupérer sous forme de preuves numériques, avec toutes les difficultés qu'on en a, capture d'écran, etc., pour qu'ensuite, effectivement, l'expert juridique, nos avocats conseils, puissent regarder ce qui est contenu dans ces propos. Mais vous pouvez faire cesser directement aussi ces propos en indiquant au gestionnaire de site qu'il faut le faire cesser. Ensuite, il y a d'autres mesures, on va dire plus coercitives, on va dire que nous pourrions prendre avec nos avocats conseils à l'encontre, en tout cas, de ce groupe de parents qui souvent, alors, le font innocemment avec tous les guillemets qui se posent. Mais ils n'ont pas le droit de le faire, faut-il être précis là-dessus, ça ne peut pas. On ne peut pas vous critiquer, sauf votre chef, sauf votre supérieur hiérarchique, votre inspecteur, sur votre façon d'enseigner. Ça tombe sous le coup, on va dire quelque part, de la loi. Tout à fait. Claudine. Claudine, donc j'ai déposé une demande auprès de l'ASL, on ne m'a pas proposé le service d'un avocat conseil, c'est regrettable. Est-il encore possible de le faire, le délai des 3 mois n'étant pas encore atteint? Tout à fait, Claudine, tout à fait. D'ailleurs, reste à évaluer véritablement pourquoi effectivement ce service ne vous a pas été immédiatement proposé.
beaucoup de questions. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, évidemment, de vous rapprocher à nouveau de la délégation, car ce n'est pas parce que vous avez reçu une première réponse qui correspondait peut-être à la façon dont le dossier était constitué à ce moment-là que vous n'avez pas la possibilité encore de l'avoir. Il faut dire qu'il n'y a pas une automatisation, entre guillemets, de l'accessibilité à l'avocat conseil pour deux raisons. C'est que très souvent, on va dire, on demande à nos adhérents, lorsqu'ils nous consultent, de compulser finalement, on va dire, tous les éléments qui vont être nécessaires pour faciliter le travail de l'avocat. Si, par exemple, vous n'avez pas réussi à avoir suffisamment d'éléments, témoignages, peut-être capture d'écran, etc., ça va être très difficile pour l'avocat de se positionner. Mais en tout état de cause, refaites la demande et vous êtes parfaitement légitime pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'une dénonciation calomnieuse? Alors, vous avez vu, nous sommes militants, nous avons une formation évidemment sur ces notions, mais nous ne sommes pas des juristes, ni des professionnels du droit. Donc, je pourrais vous répondre, mais je ne le ferai pas, parce que lorsque un collègue vient avec une qualification qui nous semble relever effectivement de ce type, nous ne prenons jamais, nous, la décision de dire oui, c'est ça. Et nous informons immédiatement notre avocat conseil qui, lui, pourra dire, quand bien même ça pourrait relever de ça, d'un point de vue de stratégie pour contre-attaquer, il vaut mieux prendre une autre qualification. C'est pour ça que la dénonciation calomnieuse est une notion, on va dire, à utiliser parfois avec prudence, un peu comme la diffamation. Et ça n'est pas simplement qu'une question de délai, entre guillemets. Alors, une question de Claire. Que faire en cas de harcèlement d'une équipe d'enseignants à l'université? La présidence a été informée et a refusé un audit externe. Depuis, c'est silence radio. Effectivement, c'est des situations que l'on rencontre. La première chose à faire, effectivement, dans ce cas-là, c'est de collecter, Jean-Louis vous le disait tout à l'heure, collecter des éléments factuels, tous les éléments qui pourront étayer un dossier de harcèlement. Alors, même chose, le harcèlement est un délit, tu peux un dire, délit, hein, bien sûr, un délit qui est condamnable, mais dont les caractéristiques sont très précises. Donc, seul l'avocat conseil de l'autonome pourra vous renseigner et vous dire si les faits que vous rapportez sont constitutifs du délit de harcèlement. D'autant que sur cette notion de harcèlement, il vous demandera des précisions. Car très souvent, on pense que finalement, c'est la parole de quelqu'un contre la parole de quelqu'un d'autre. Mais en définitive, il y a des critères, en particulier les conséquences sur la personne, qui sont très importantes. Vous me parlez d'une équipe. En général, nous nous adressons à un individu. Quand bien même plusieurs individus seraient dans la même situation, ils peuvent s'adresser à titre personnel. Auquel cas, soit ils prendraient le même avocat, soit on aurait des avocats séparés, peu importe. Ce qui sera étudié, c'est finalement l'ensemble des faits et en particulier des conséquences que vous avez pu avoir d'un point de vue psychologique, de santé physique, de conditions de travail. Et c'est à partir de là que l'analyse juridique sera posée. Et bien sûr, votre supérieur hiérarchique, ou tout au moins l'autorité, en l'occurrence la présidence, ne commande pas un audit, c'est sa responsabilité. La nôtre est très claire, c'est quand bien même l'institution à laquelle vous appartenez ne réagit pas, nous nous faisons fort, effectivement, de vous accompagner sans tenir vraiment compte, on va dire, il y a une indépendance entre les deux systèmes. Vous avez fait remonter l'information, c'est parfait. Ils ne réagissent pas, c'est leur problématique et il le sera questionné. Si ça doit aller devant un juge, on les questionnera pour pourquoi n'avez-vous pas réagi. Donc, toujours pareil, compulsez l'ensemble des éléments que vous avez et adressez-vous à vos délégations départementales. D'autant que j'ai vu passer une question concernant le CHSCT. Effectivement, l'autonome, les militants de l'autonome seront là aussi pour vous donner les bonnes adresses, vers qui vous adresser, vers qui aller pour faire connaître votre situation auprès de la hiérarchie. Le CHSCT, effectivement, est un outil à disposition des agents qui permet de mettre en évidence une situation de dégradation des conditions de travail. Donc voilà. À travers quand même un document qui est formel, un document, on va dire, qui sert à
donner, on va dire, cette information de il y a une situation inacceptable là, il y a une souffrance véritable d'eux, et ça n'est pas forcément l'individu, me semble-t-il, Non, tout en à propre. fait. Hein, ça Non, peut être ça un peut être tiers qui peut le faire qui pour est vous. témoin d'une Tout situation à et qui fait. le fait. Qui le fait. Y a-t-il un délai par rapport à cette fiche de réponse vis-à-vis de l'administration? Non, il n'y a pas de. Enfin, en tous les cas, pour l'agent qui écrit dans le registre, il n'y a pas de délai. Par contre, l'administration est obligée de répondre. D'accord. Mais toujours pareil, notre indépendance fait que l'ASL, elle, ne se préoccupera pas du délai que prendra la réponse de l'administration ou de l'institution. L'ASL, elle, mettra immédiatement à disposition, on va dire, ses compétences et en particulier les compétences juridiques. Une question de Sylvie. Comment l'ASL m'accompagnera si j'ai besoin d'aide pour rétablir mon honneur et ma situation dans mon établissement alors que j'ai été victime de propos diffamants par un collègue? Ça rejoint toute la procédure qu'on vous a expliquée. Et puis, on peut le redire à Sylvie, bien sûr, vous allez vous adresser à l'ASL départementale, donc la délégation départementale de l'ASL. Vous serez dans une première écoute avec la collaboratrice technique qui notera les éléments que vous lui donnez. On vous demandera un écrit parce que les écrits permettent de fixer vraiment les éléments et pour tout un chacun, c'est-à-dire pas que pour l'ASL, mais aussi pour vous, et ça vous permet de reclarifier. Ensuite, on établira avec l'avocat conseil, si c'est nécessaire, effectivement, si c'est utile, si ça nous semble important, on établira ce que vous dites, c'est-à-dire, s'agit-il de diffamation, de propos diffamants? Y a-t-il une possibilité d'entrée juridique? Et est-ce que la réponse finalement juridique est appropriée? Ça sera une discussion que vous aurez librement avec l'avocat conseil. En l'occurrence, quand cette situation est prise en charge par les avocats conseils, on demande évidemment, à ce moment-là, que le minimum, on va dire, qui soit fait, c'est qu'on reconnaisse que vous avez été bien victime d'une situation qui vous a mis en très grande difficulté ou en mal-être, en tout cas, réel au travail. Et donc, il y a une demande qui est faite, on pourrait dire, de compensation, alors pas monétaire, hein, mais une demande, en tout cas, de rétablissement dans l'honneur, on pourrait dire, à propos, on va dire, de quelques propos qui auraient été tenus derrière. Quel recours, si tu veux bien, quel recours pour harcèlement interne et politique du pas de vague? Alors, avocate de l'ASL, vous aurez répondu, Séverine, que rien de possible en l'occurrence. Alors, je n'ai pas, et vous le voyez bien, on n'a pas les éléments et on n'a pas nos avocats conseils pour venir, en tout cas, regarder la nature du dossier. Il sera intéressant qu'on puisse poursuivre effectivement cet échange. En l'occurrence, le harcèlement interne dont vous parlez est politique. Si les éléments dont on vous dit sont constitutifs effectivement de la notion de harcèlement moral, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aller plus loin. Aucune. En tout cas, ce ne sont pas des freins, entre guillemets, de pas de vague qui fonctionnent à l'ASL. L'ASL ne fonctionne pas comme ça. Elle garde une indépendance. Elle fonctionne en bonne intelligence avec ceux qui veulent fonctionner pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire la protection des personnels, le bien-être au travail. Mais elle n'a pas, je le dis à nouveau, elle n'a pas de frein lié à une quelconque politique de pas de vague. Donc, revoyons à nouveau votre dossier et recontactez à nouveau l'ASL, demandez à nouveau, parce que peut-être vous avez des éléments nouveaux qui pourront vous amener effectivement vers une définition claire du harcèlement que vous auriez subi. Isabelle, l'école implose actuellement, nourrie par l'exaspération des comportements anormaux initiés lors du Covid. Vous avez parfaitement raison, Isabelle. C'est un constat. C'est un constat. On fait effectivement. Un constat d'un climat délétère, on peut dire toxique, hein, depuis. Alors on dit 5 ans parce que sur le baromètre, nous avons repris un historique sur 5 ans, mais on peut le constater que déjà bien avant, on va dire il y a déjà une dizaine d'années, on voyait cette dégradation des conditions de travail. Alors oui. C'est un constat malheureux. Pour vous dire, au moment du Covid, il y a eu une diminution des dossiers, mais pour de très bonnes raisons. C'est les collègues, quelque part, étaient submergés par, finalement, le quotidien à gérer, l'école à distance, et ne pouvaient pas donc s'occuper, quelque part, aussi de leur bien-être à eux. Et pourtant, on savait, passé la période du Covid, qu'on allait retomber à nouveau sur, effectivement, un retour de ces situations, en tout cas, à nouveau, une ressollicitation de l'ASL. Et c'est ce qu'on a constaté. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est une situation qui ne s'est pas arrêtée du tout.
Une question de Virginie. D'évaluer de ma valeur professionnelle en 2018 sans inspection ni entretien. Recommande de procéder à des mesures correctives d'avis pérenne dans des cas d'erreur avérée. Alors, pour tout vous dire, ma collègue n'a pas cité le nom de, parce que voilà, pour des raisons, on va dire, de confidentialité peut-être, mais en l'occurrence, vous avez sollicité, et je le vois, une médiatrice de l'éducation. Mais quand on dit de l'éducation, on devrait dire une médiatrice au service du monde de l'éducation, puisque tout un chacun peut la solliciter, que ce soit les parents, les enseignants, et c'est ce que vous avez fait. Elle a préconisé des mesures. Or, vous savez, et c'est maintenant, on va dire, c'est peut-être aussi un petit peu, on va dire, la partie faible finalement du dispositif, c'est qu'elle ne peut être que force de proposition, mais elle ne peut pas être décisionnaire de la suite. En l'occurrence, le ministère ne suit pas la recommandation de la médiatrice. Quelle démarche entreprendre maintenant? Eh bien, des démarches. Alors, je dis, si vous avez été dévalué de votre valeur professionnelle, faudrait que nous ayons les éléments précis, c'est-à-dire est-ce que c'est une rétrogradation dans votre note? Est-ce que c'est autre chose? Donc là, je vous conseille de vous rapprocher effectivement de l'ASL et voir effectivement quelle démarche. Est-ce que c'est une démarche administrative? Est-ce qu'on vous enverra plutôt vers les représentants du personnel en indiquant peut-être, on va dire, des conseils plus précis? En tout cas, adressez-vous à l'ASL, n'en restez pas là, c'est sûr. Alors, y a-t-il un délai pour mettre en place la communication avec un avocat mandaté par l'ASL et un délai pour agir au niveau d'un éventuel dépôt de plainte? Alors, délai, c'est toujours lié, on va dire, à la qualification du dépôt de plainte, vous voyez, c'est pas forcément lié. Ah, je crois qu'on a un problème de connexion. On a un problème de connexion, me semble-t-il. Je vais m'adresser à aux techniques. Hop, voilà. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Si, excusez-nous, petit problème technique. Donc, le délai est lié vraiment, on va dire, à ces notions juridiques, à ces qualifications juridiques. Mais, vous voyez bien, 3 mois pour la diffamation, si on est sur une qualification de diffamation, c'est effectivement très court. Là, je pense que la question de l'internaute, c'est lorsqu'il s'adresse à la délégation, est-ce qu'il y a un délai pour être en communication avec l'avocat? Je pense que c'est ça la question. Mais là, c'est pareil, ça peut être très rapide, tout dépend effectivement du dossier. Si les militants sont à même dans les délégations de voir l'urgence à vous proposer un rendez-vous avec un avocat de l'autonomie. Ça peut être dans un délai de 24 heures, voire même dans la journée. On a eu des situations, où l'agent est mis en relation avec l'avocat dans la journée même. La seule limite, par exemple, imaginons sur une qualification de harcèlement moral ou une situation de harcèlement, en tout cas, qui serait, on va dire, vécue, ressentie, à vérifier maintenant et à poser bien, il n'y a pas de limite. Autrement dit, si vous étiez adhérente à la date des faits, au moment où ça démarre, au moment où vous nous sollicitez, quand vous allez solliciter l'ASL, vous allez donc finalement retracer un historique de l'événement avec nous. Et effectivement, quelque part, on va dire, on prendra en charge votre dossier au moment où vous nous le communiquez, mais peut-être des éléments de ce dossier ne pourront pas être pris en charge parce qu'ils seraient antérieurs à l'adhésion peut-être, ou éventuellement parce que sur la qualification, entre guillemets, juridique, on aurait dépassé ces délais. Mais pour nous, il n'y a pas de problème. Vous êtes adhérent, vous vous adressez à nous et ensuite on voit. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, Marie-Agnès, bonsoir. J'ai pris des médicaments dans mon bureau après une altercation avec la nouvelle chef d'établissement et ses multiples remarques sur mon travail. À votre avis, est-ce un accident du travail? Alors, je serais bien malaisé de vous répondre dans la mesure où je ne suis pas, on va dire, médecin du travail, déjà pour commencer, ni même habilité à vous répondre à ça. En tout état de cause, c'est surtout, pour moi, là, en tant que militant qui reçoit cette information, le signe évident que vous avez subi dans le cadre de votre travail une situation qui vous a mis à mal. Reste maintenant à définir les conséquences effectives, et ça c'est un médecin qui pourra le dire, et ensuite à établir, pour les faits, à établir la corrélation qu'il y a entre la dégradation physique, morale et les faits
par exemple, là en l'occurrence, l'altercation avec votre nouvelle chef d'établissement. De toute façon, vous avez tout à fait la possibilité et intérêt à déposer un CITIS, maintenant ça s'appelle comme ça, donc c'est un dossier accident de travail. Vous déposez ça. Alors le souci, c'est le délai. Normalement, le délai est de 15 jours par rapport à l'événement. Donc là, vous avez pris des médicaments dans votre bureau, c'est l'élément déclencheur, voilà. Et là, vous avez 15 jours, ça dépend des rectorats qui sont plus ou moins comment dire, tolérants sur les délais, mais normalement, le délai inscrit dans le texte est de 15 jours. Mais toutefois… Mais ça ne veut pas dire que l'administration reconnaîtra ce qu'on appelle l'imputabilité au service. Et qui plus est, il y a quand même, on va dire, quelque chose de positif, c'est que même s'il y a un refus d'imputabilité à un moment, il est toujours possible de contester et de revenir pour, à un moment donné, de façon peut-être rétroactive, avoir cette imputabilité au service. On l'a déjà eu dans quelques dossiers. Donc, ça n'est jamais, et je vous le dis, ça n'est jamais complètement fermé. Donc, ne vous mettez pas, on va dire, une pression ou un stress en vous disant c'est trop tard ou on ne peut pas le reconnaître une fois, donc ça ne sera plus possible. Voyons ça avec tranquillité, posez-le dans une discussion avec votre ASL et avec les avocats de l'ASL. Virginie. Ça, c'est pour vous. On m'a conseillé de m'adresser à un syndicat. Votre rôle n'est-il pas le même ? Non, le rôle de l'avocat, de l'autonome et le rôle d'un délégué des personnels n'est pas le même. Les délégations sont là pour vous accompagner, vous orienter, vous adresser aux avocats qui font partie de notre réseau pour des situations où vous êtes victime de propos diffamatoires, d'harcèlement. Les risques du métier. Voilà. Mis en cause, etc. Voilà. Les délégués des personnels sont là pour vous accompagner, tu me corriges si je me trompe, mais dans vos relations avec votre employeur, c'est-à-dire avec l'administration. Alors, peut-être que c'est là où la confusion peut… Enfin, pas confusion, disons, où les rôles semblent se chevaucher, mais où nous, ASL et syndicats, avons très nettement délimité. Par exemple, lorsqu'il s'agit pour vous d'aller contester, on va dire par exemple, une progression de carrière, je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi à aller avoir la classe X, la hors classe, etc. Lors du dernier mouvement, je n'ai pas obtenu mon poste. Ça relève complètement de la compétence des syndicats. Et les syndicats ont bien aussi en tête que lorsque l'on est vraiment sur du risque professionnel, des mises en cause, des agressions, etc., ça relève de la compétence, effectivement, de l'ASL et ils n'hésitent pas, comme nous le faisons aussi à leur rencontre, à nous adresser directement, on va dire, les personnes qui les sollicitent. Voilà. Donc, les rôles sont quand même séparés, même si on peut se retrouver à un moment. Une situation qui est juridique, mais réellement juridique, de protection pour vous, peut avoir des conséquences administratives sur lesquelles nous serions amenés aussi à porter un regard et donc à avoir aussi un accompagnement. Mais nous le faisons, on va dire, en parallèle avec les syndicats. Alors, question de Nicolas. On m'a donné comme argument que ce qui m'arrivait était de mon fait, que cela n'arrivait qu'à moi. Je me rends compte que cet argument ne tient pas. Peut-on voir des données chiffrées ? Alors, Nicolas, c'est un peu… Nicolas, c'est votre situation, enfin, la description, bien sûr, dans un court texte, évidemment, ne peut pas tout donner. J'imagine, mais peut-être que je m'avance, lorsque l'on vit une situation difficile dans une relation avec un tiers dans la communauté éducative, que ce soit un élève, une classe, et que l'on vous fasse ce type de remarques, je dirais que pour nous, ça ne fonctionne pas, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça prouve que le management, on va dire, ne fonctionne pas ou dysfonctionne. Pour autant, sur le fait d'avoir des données chiffrées, nos données sont extrêmement précises à nous. C'est-à-dire, lorsque nous avons des dossiers qui sont ouverts parce que nos adhérents nous sollicitent, on voit à l'intérieur des dossiers dits de conflit, alors ce sont des dossiers de conseil pour la plupart, on voit bien que ce sont des relations difficiles entre un individu et souvent un autre individu. Et en l'occurrence, dans une relation dite hiérarchique, et où très souvent, la réponse a été peut-être portée de façon un peu abrupte et manque raisonnablement de tact. Donc, il y a des façons qui sont
enfin, je veux dire prévu, hein, de s'adresser à une personne, on va dire, dont on a quelque part la charge en autorité, et de la même façon que l'on s'adresse à son supérieur hiérarchique avec la même responsabilité de propos et de dialogue. Il faudrait que vous puissiez, on va dire, préciser la situation que vous avez vécue, effectivement, à une délégation pour qu'on puisse comprendre. Je regarde les questions. Magali, mon travail a été mis en cause au CA par ma chef d'établissement alors que je n'étais pas présente. Que dois-je faire? Effectivement, là, vous devez d'abord mettre par écrit les propos qui ont été retenus, dit à votre rencontre. Il faut que vous réussissiez à avoir des témoignages de collègues qui étaient présents pendant ce conseil d'administration. Peut-être dans un premier temps, demander une audience à la chef d'établissement. Tout à fait. Voilà, une audience accompagnée de préférence. Et puis, en fonction des propos qui ont été tenus à votre encontre, vous rapprochez de la délégation départementale et les militants de la délégation pourront certainement vous analyser votre situation et vous rapprocher d'un avocat conseil si les éléments étaient constitutifs d'un délit. D'un délit. Car un chef d'établissement, quel qu'il soit, on va dire bien évidemment encore plus dans une réunion telle un CA, d'une administration, ne peut pas ouvertement, alors que vous êtes absent, le faire. Mais encore faut-il savoir exactement quels ont été les propos qui ont été tenus. Là, il y a besoin de préciser vraiment cela. Tu rappelais aller vers la chef d'établissement alors qu'on est en conflit. Est-ce pas un petit peu antinomique, c'est-à-dire quelque part un petit peu contradictoire? On a un conflit qui est déjà là et tu proposes, on va dire, ou tu conseilles donc à Magali d'aller voir ce chef d'établissement. Oui, bien sûr, parce que les propos ont été rapportés, donc il faut connaître exactement la teneur des propos et le chef d'établissement. Alors, on compte sur sa bonne foi. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Exprimera devant la collègue les propos qu'il a tenus. Mais tu précisais bien être accompagné. Toujours être accompagné. Mais être accompagné veut-il dire que le chef d'établissement est obligé de recevoir, par exemple Magali, avec cette tierce personne? Non, il n'y a jamais aucune obligation. La seule obligation où l'administration ne peut pas refuser que le collègue soit accompagné, c'est lors des CAPD disciplinaires. D'accord. Donc, il y a quand même cette difficulté. Donc, en tout état de cause, même un écrit demandant une explication, monsieur, madame le chef d'établissement, il me semble, il m'a été rapporté qu'au dernier CA, vous auriez éventuellement tenu des propos à mon encontre, etc. Pourrais-je avoir une explication? Pourriez-vous me confirmer ou m'affirmer les dires qui m'ont été rapportés? Par écrit, je dis, ça serait un moyen terme face à une chef d'établissement qui pourrait effectivement refuser d'avoir cette tierce personne pour témoin, on peut dire. Oui, après, le personnel a toujours la possibilité, parce que visiblement, et c'est normal, ça affecte l'état de la personne qui est mise en cause, qui est critiquée. Donc, vous pouvez écrire dans le registre CHSCT que des propos ont été tenus à votre rencontre, hors de votre présence, et que ça dégrade vos conditions de travail, ça vous affecte. Ça affecte votre santé. Et du coup, l'administration sera tenue d'apporter une réponse. Même si la réponse peut ne pas nous convenir. Tout à fait. Et le chef d'établissement en premier, puisque c'est le supérieur hiérarchique, et donc il devra répondre au signalement du registre. Alors, Christian c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt un constat, et on peut le rejoindre. Alors, Christian déplore, tout comme nous, on va dire, une dégradation de ce que pourrions appeler la solidarité entre pairs. Et vis-à-vis de la hiérarchie, sans doute aussi, voire plus. Chacun étant seul dans sa pratique. Et on le constate tout à fait, Christian. Et pour nous, c'est peut-être la clé aussi de la résolution. Je crois que refaire du collectif entre équipes, c'est d'abord discuter des problématiques que l'on rencontre les uns et les autres. Et ne pas finalement avoir quelque part
honte, mais on a été enseignants tous les deux, on sait ce que c'est, moi, direction d'école, on sait très bien que on hésite toujours en se disant, si je commence à parler de mes difficultés, je vais être jugé comme étant dans une incapacité professionnelle. Or, nous le disons, lors des formations que nous adressons à l'ensemble des personnels, tout un chacun, mais absolument tout un chacun, au vu de la complexité de nos métiers, va se retrouver à un moment ou à un autre, confronté à une difficulté, que ce soit dans la relation avec sa classe, dans la relation avec les parents ou dans la relation avec la hiérarchie, voire dans une difficulté toute personnelle, mais il faut l'exprimer. Et les difficultés qui relèvent d'un fonctionnement de classe, d'une gestion de classe, ce sont des difficultés qui n'appartiennent pas à un enseignant, mais qui appartiennent à l'équipe pédagogique en complet. Car un enseignant, certes, peut rencontrer une difficulté qu'il juge être la sienne avec cette classe, mais on le voit très souvent, quand on commence à tirer le fil, en fait, cette classe dysfonctionne aussi avec d'autres. Oui, et il ne faut pas hésiter à s'ouvrir auprès de ses collègues des difficultés qu'on rencontre, parce que c'est effectivement là qu'on s'aperçoit que ces difficultés, elles sont partagées. Donc, ne pas hésiter. De toute façon, ne jamais rester seul face à une situation. Exactement. C'est pour ça qu'on dit, bon, à la limite, si dans l'école, dans l'enceinte, on ne trouve personne, bien évidemment, l'ASL sera là, hein, évidemment, pour écouter. Alors, très intéressant. Alors, Andy, je suis enseignant climat scolaire et je peux intervenir pour accompagner les équipes dans lesquelles sont installés des conflits, souvent larvés. Oui, c'est le constat qu'on fait. Quels sont les conseils que vous pourriez apporter pour poser les premiers jalons d'une communication souvent dans l'impasse? Alors moi, je dirais, on a quelqu'un qui est formé, qui nous demande des conseils à nous. Alors, nous ne sommes pas ni médiateurs en communication, et vous vous en doutez, on ne veut pas se positionner là-dessus. On peut donner, nous, une analyse de la situation en disant, elle a débordé au point qu'on est hors la loi. Ça, on pourra le dire. Ce que l'on peut dire aussi, c'est nous avons vu, au vu de cette histoire ou de cette historique de situation, nous avons vu les éléments qui ont amplifié le phénomène. Mais la gestion propre du conflit qui est installé, effectivement, vous le rappelez, Andy, appartient à des gens qui sont sans doute formés pour. Alors on peut regretter, et je pense que tu me suivras là-dessus, Irène, que même si certaines académies ont mis en place effectivement ces équipes, ça reste relativement limité et on va dire une équipe seule pour une très grande académie, par exemple, ne pourra pas répondre à la totalité de ces situations. Non, effectivement, il n'y a pas dans toutes les académies, il n'y a pas d'enseignants climat scolaire, il n'y a pas de groupe climat scolaire, intervention, gestion des ressources humaines. Ça fait défaut dans beaucoup d'académies. Donc, nous, dans nos délégations, on conseille les collègues qui viennent nous voir, et souvent les situations, comme vous dites, sont larvées, c'est-à-dire qu'elles sont bien enquistées et que c'est très compliqué d'améliorer la communication. C'est souvent une question de communication. On peut servir d'intermédiaire, de conseiller, mais ensuite, il va falloir que l'administration prenne sa responsabilité. Alors, il y a maintenant, dans certaines académies, il devrait y en avoir partout, des psychologues du travail qui peuvent aider à l'amélioration du climat scolaire, de la relation dans les équipes. C'est un travail qui porte ses fruits par expérience. Voilà, je l'ai constaté. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter son IEN, son chef d'établissement, son IAIPR, pour demander l'aide d'une tierce personne quand la situation est devenue trop difficile à vivre. Alors, autre chose, si l'ASL n'est pas médiateur au sens professionnel du terme, l'ASL, au travers des formations qui ont une visée préventive, finalement libère une parole dans les équipes quand on nous sollicite. Et je vous engage à solliciter effectivement dans le cadre de la formation, des formations en particulier inscrites au plan académique de formation, mais au-delà aux formations que vous pouvez demander en interne, à faire intervenir l'ASL sur les thématiques que l'on a. On a beaucoup de thématiques très différentes, dont une qui pourrait vous parler, qui s'appelle
droits et obligations. Et très souvent, lorsque l'on aborde la question des droits et obligations, les paroles commencent à se libérer et nous entamons à ce moment-là un dialogue très fructueux avec les équipes. Sans dire que c'est de la médiation, ça permet souvent aux équipes qui sont présentes de pouvoir communiquer entre elles, ce qu'elles ne feraient pas s'il n'y avait pas finalement un tiers, entre guillemets, de confiance. Une autre question de Nathalie. Je connais une situation conflictuelle avec la municipalité depuis 3 ans et je n'obtiens aucun soutien de la hiérarchie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne peut m'aider. Alors, cette question me fait écho puisque, effectivement, nous avons, dans mon département, dans ma délégation, été sollicité par une enseignante, une directrice d'école, qui rencontre cette difficulté. Oui, voilà, et au point où elle est en arrêt. C'est-à-dire que ça agit sur son état de santé. Donc là, même chose, hein, tu le disais, Jean-Louis, il faut que l'administration prenne ses responsabilités. Vous devez en informer votre supérieur hiérarchique. Alors, vous avez l'impression que personne ne peut vous aider, mais l'administration a l'obligation de vous protéger par rapport à des attaques, même si ça vient du maire. Hein, voilà, tout à fait. A l'obligation de vous protéger et de vous permettre d'exercer vos missions dans un cadre serein. Donc, l'IA, l'inspecteur d'académie, hein, peut prendre sa plume tout à fait. Et voire, je l'ai vu dans certains cas, convoquer le maire pour lui rappeler ses obligations. Nathalie, juste pour compléter, en l'occurrence, là, il nous manque, vous voyez bien, on va dire des éléments. Par exemple, vous nous appelleriez directement, on vous demanderait quelle est votre profession, quelle responsabilité vous avez, est-ce que c'est dans l'école, est-ce que c'est dans le périscolaire, pour bien étudier le cadre dans lequel la relation conflictuelle s'est établie. Et ensuite, vérifier effectivement les contenus, entre guillemets, actes, matériels de cette relation conflictuelle. Est-ce des courriers dans lesquels, à chaque fois, il vous est fait des reproches? Est-ce des adresses à votre supérieur hiérarchique par les mairies, etc. Donc, rapprochez-vous de votre ASL pour que tout ceci puisse être précisé. Une question d'Anne. Que faire lorsque l'administration ne soutient pas une directrice après un arrêt maladie pour épuisement professionnel, conditions de travail et harcèlement mairie, malgré une audience avec la DSDEN? Effectivement, ça suit la question précédente. Il faut absolument, alors surtout si l'arrêt maladie a été reconnu comme accident de travail, je ne sais pas, c'est pas précisé, mais il faut à nouveau solliciter une audience auprès de la DSDEN pour accompagner là en l'occurrence, hein. Évidemment, pour repréciser si besoin était. Voilà, l'imputabilité au service et les conséquences que cette situation a sur vos conditions de travail. Donc, alors, ce que je veux juste préciser, excuse-moi Irène, juste de te couper, c'est les précisions sont données. Donc, en l'occurrence, l'épuisement professionnel serait lié aux conditions de travail. Et donc là, on retombe sur une qualification qui nous fait tout de suite les petites lumières, harcèlement par la mairie. Donc là, vous n'hésitez pas, vous contactez la SL, vous contactez votre délégation, car effectivement, si la mairie, dans sa façon de se comporter avec vous, a réuni toutes les bonnes conditions pour tomber sous le coup d'un harcèlement, eh bien, ça relève de notre compétence, mais très largement, très largement. Donc, Anne, contactez vraiment la SL départementale, la délégation départementale, qui saura, à ce moment-là, vous conseiller, puis surtout vous questionner plus loin que ce que nous pouvons faire ce soir. J'avance un tout petit peu. Non, là, tu recules. Je recule, pardon. C'est le propre. Alors, Isabelle, donc ça fait ça. Franck. Alors, Franck, vous nous demandez, la SL peut-elle aider les personnes handicapées à faire valoir leurs droits auprès du rectorat, mutation, aménagement de poste? 2 réponses. La première, j'ai expliqué tout à l'heure, et Irène est revenue aussi dessus, nous travaillons effectivement, on va dire, en bonne intelligence avec les représentants des personnels qui sont censés aussi, on va dire à un moment donné, écoutez, là, ça ne va pas, les droits de la personne ne sont pas respectés. Derrière ça, il y a bien évidemment, on va dire après, des contestations qui peuvent être faites au point de vue du tribunal administratif, mais au-delà, si l'on se rend compte qu'effectivement, au bout du bout, avec l'accumulation des courriers,
la non-réponse. Finalement, c'est une forme, je dirais, de maltraitance, Oui, tout à fait, qui relève à ce moment-là peut-être d'une qualification juridique. Dans un premier temps, là, effectivement, il faut se tourner vers les délégués des personnels qui pourront mettre en avant les droits des personnes handicapées et demander à l'administration d'appliquer la loi, tout simplement d'appliquer les textes. Et si effectivement il y a récurrence, c'est-à-dire que malgré plusieurs courriers, malgré plusieurs audiences, les choses ne s'engagent pas, là, effectivement, on pourra peut-être demander aux avocats conseils de l'autonome de regarder s'il n'y a pas une qualification pénale. Exactement. Qui s'adresserait donc à une personne en propre, parce qu'il s'agit bien, on va dire, on n'attaque pas, entre guillemets, l'institution, c'est bien un individu qui, à un moment donné, refuse d'assumer ses responsabilités. Alors, ensuite, donc, Isabelle qui nous dit « J'ai reçu un droit à un avocat depuis début juillet, mais je ne l'ai pas encore vu. » Vous devez insister, Isabelle. Alors, je pense que c'était par rapport à la première question que vous nous aviez posée. Insister. Je vous engage à contacter effectivement l'ASL départementale qui nous contactera. Si jamais il y a une difficulté liée à un avocat, ils sont des carnets, effectivement, souvent, on va dire, des calendriers très, très occupés. On vous trouvera un autre avocat. Mais il faut vraiment que vous nous fassiez remonter cette information, d'abord au niveau de la délégation, pour que nous, on puisse mettre à votre disposition un autre avocat conseil. Alors, Christian, les enseignants ont de plus en plus de mal à enseigner sereinement en collège. C'est une catastrophe. Notre ministre parle de parents pauvres. Sur une classe de 30 élèves, plus de 50% sont en difficulté. Quand va-t-on s'attaquer au modèle du collège unique ? Notre enquête second degré qui vient de paraître. L'enquête climat scolaire menée par deux chercheurs, deux enseignants-chercheurs. Hein. Donc, eh bien, ces deux enseignants-chercheurs revenaient là-dessus. Il est évident que le collège présente des caractéristiques et des difficultés qu'il n'y a pas, et c'est évident aussi, passer le barrage du collège, c'est-à-dire le lycée. Et il est, je trouve, assez malheureux de parler de parents pauvres, voire, on disait l'homme malade à un moment donné, ce qui est absolument scandaleux. Et vraiment s'attaquer aux difficultés du collège, c'est véritablement faire un audit de ces difficultés et mettre les moyens qui vont derrière. Ça relève bien évidemment des recommandations que l'on peut faire, mais ça s'adresse plutôt aux syndicats, en l'occurrence pour ça. Mais on a le même constat que vous, tout à fait. Les enseignants du collège, évidemment, sont soumis à beaucoup plus de difficultés quotidiennes, de par la particularité du collège, qui accueille effectivement le collège, entre guillemets, unique, etc. Donc, oui, c'est une difficulté, une réalité. On avance un tout petit peu. Alors Séverine nous dit DRH, inspecteur, très sollicité, longue démarche, je n'ai pas reçu, je pense, parce que rien entendu voulant dire sans doute, je n'ai rien reçu, on va dire en retour, entre guillemets, comme information. Pourtant, démarche pour défendre également un collègue, rien n'a été considéré, dois-je déposer plainte? Alors, toujours la même réponse, hein, Séverine, ne déposez pas plainte avant d'avoir pris attache. Voilà, c'est la même réponse. Je vais vite. Alors, il y a quelqu'un qui demande que veut dire le CITIS. Evelyne, alors je ne pourrais pas vous dire, Evelyne, l'acronyme, c'est en fait ce qu'on appelait avant le dossier accident de travail. C'est un autre, je ne l'ai pas là en tête et je ne vais pas le rechercher, mais voilà, c'est en fait l'accident de travail. Alors, Miguel qui nous dit « Une collègue crie sur mes élèves quand ils sont avec moi, fait remarquer mon absence à un conseiller de classe alors que je suis en arrêt maladie. » Donc là, pour moi, vous êtes, on va dire, au vu de ce que vous nous donnez dans votre écrit, vous êtes effectivement dans une situation de conflit, soit elle est naissante, soit elle est déjà bien installée, avec cette collègue. Toujours la même chose. Il revient en responsabilité au chef d'établissement, voire à l'équipe pédagogique, hein, de clarifier cette situation et de redire aussi que vis-à-vis de ses collègues, on se comporte de la meilleure façon possible pour ne pas soi-même un jour en souffrir. Et au-delà, si ça continue, bien évidemment, vous vous adressez à la SL départementale.
Donc là, je le vois hein, sur votre question, enfin sur votre propos complémentaire, vous dites harcèlement à caractère raciste. Donc vous voyez, on est déjà sur la qualification juridique. Adressez-vous à la SL départementale. N'attendez pas. Alors Valérie, est-ce que l'adhésion à l'ASL est annuelle? Je ne me souviens plus si j'ai adhéré ou pas cette année. Où retrouver cette information et quelle est la différence avec l'offre métier de l'éducation de la Maïf? Alors, il n'y en a pas. Alors, c'est bien l'OME, offre métier l'éducation, une offre qui comporte un volet assurantiel. Donc, c'est notre assureur historique, hein, la mutuelle des assureurs, des instituteurs de France. Hein, historiquement, c'était ça, Maïf. Donc, Maïf l'assureur et l'ASL, l'association, et je redis bien l'association, 120 ans d'existence, au service et, on pourrait dire, au chevet de la profession. Et quand je dis de la profession, parce que être un professionnel de l'éducation ne recoupe pas simplement que les enseignants, c'est l'ensemble des personnels au service de cette magnifique mission d'éducation. Donc, pour savoir si vous êtes adhérente, adressez-vous à votre département qui a une délégation départementale et posez la question et ils vous renseigneront sans souci pour savoir si vous êtes adhérente. Et oui, elle est annuelle et normalement, elle était reconductible de façon automatique au moment où vous avez pris l'adhésion, si vous l'avez pris à une date précise. Alors, nous avons Nicole. Est-ce qu'on peut être accompagné quand une procédure en justice est déjà en cours? Être accompagné par un avocat de l'autonome, je pense. Je pense que c'est ça. Alors, la question, c'est, vous pourriez avoir deux situations, soit d'être vous-même accusé d'eux, et donc vous subissez, on va dire, une accusation, soit vous-même être déjà dans une démarche où vous attaquez. Auquel cas, si vous l'avez fait sans avocat, ça semblerait assez étrange. Donc la question, c'est, avez-vous un conseil juridique déjà présent à vos côtés? Et si ça n'est pas le cas, informez l'ASL, voyez avec l'ASL effectivement les conditions possibles ou non de cet accompagnement. Mais de toute façon, même si la procédure est en cours, adressez-vous à votre autonome de solidarité départementale qui vous renseignera. Oui. Alors, Séverine dit pourtant l'ASL et le syndicat connaissent mon dossier, mais je vous le redis, il faut absolument, alors non pas insister, ce n'est pas le mot, mais il faut qu'on connaisse les détails précis pour pouvoir vraiment vous accompagner. Alors, Ah, Christian, il a parfaitement raison là-dessus. Les conseils de classe, lieu de conflit où les profs sont agressés, invectivés par les parents sur leur méthode. Je vous dirais… Est-ce normal? Non. 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 Irène, tout à fait. Et qu'est-ce qui est encore moins normal, c'est que celui qui préside laisse faire à ce conseil de classe autorise ce type de débordement. Un conseil de classe n'est pas la porte ouverte à tout comportement. Il y a des règles pour pouvoir tenir un conseil de classe. Et il est tout à fait de l'autorité du président du conseil de classe, entre guillemets, donc du chef d'établissement, de dire à ses collègues, nous stoppons parce que là, il n'est pas possible de tenir ce conseil de classe dans de bonnes conditions. Isabelle, pourriez-vous nous repréciser les délais pour porter plainte? J'ai entendu 3 mois, est-ce bien cela? Alors, ça dépend des qualifications. Oui, voilà. Si vous êtes sur de la diffamation, oui. Mais sur d'autres qualifications, non. Donc, toujours pareil, même remarque, Isabelle, on se répète un petit peu, mais Irène? Eh bien, il faut déposer plainte le plus vite possible après avoir pris conseil. Après avoir pris toujours conseil et attache. Auprès des militants de l'autonomie. Voilà. Effectivement, il y a des délits pour lesquels la prescription est très très courte, 3 mois pour la diffamation. Ah, Karine, c'est une question de directeur. Alors ça, je prends parce que oui, ancien directeur. Professionnel. Alors, que faire en tant que directeur? Une collègue remet systématiquement en cause et avec agressivité ce qui est fait par la direction, donc je suppose par vous, refuser réunion avec tiers pour résoudre les problèmes majeurs avec des familles mécontentes de cet enseignant. Vous savez que vous avez des missions en tant que directeur, elles sont précisées, on va dire, dans votre référentiel, en sachant que vous n'avez pas un statut d'autorité, et je ne l'avais pas non plus. Donc, vous pouvez tenter effectivement à plusieurs reprises de faire entendre raison, et à un moment donné, si ça n'est pas possible, il est de votre devoir d'en informer la seule hiérarchie qui existe, votre inspecteur de circonscription, et lui demander à ce moment-là de participer à une réunion
et réunions obligatoires. Donc les réunions, les conseils de maître qui ont été mis dans le calendrier de l'école, qui ont été donnés à l'inspecteur pour qu'il le valide et lui demander de participer. Nous arrivons, je pense, à la fin, Irène, 18 h. Je vois beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je suis très heureux que ces questions arrivent. Hélas, nous n'allons pas pouvoir effectivement prolonger. Peut-être une dernière, peut-être, Irène? Alors, peut-être, Nadia, c'est pas une question, c'est un constat. Eh bien, écoute, très bien pour un constat. J'ai écrit que personne n'avait rien fait, mais j'ai eu le soutien de l'ASL au téléphone et par courriel. Eh bien, je crois que ce mot, ou ce constat de fin de ce premier chat, entre guillemets, militant, nous convient parfaitement. Nadia, nous vous remercions pour finalement ce témoignage. Nous vous le redisons, adressez-vous à l'ASL. Quand vous êtes adhérent, bien évidemment, immédiatement, on peut mettre en œuvre la protection prévue. Mais quand bien même vous ne seriez pas adhérent, les militants se font fort de vous prodiguer des conseils. Et ça fait partie, quelque part, de l'honneur aussi de cette association, de ne pas dire « nous nous adressons qu'à nos adhérents ». Nous nous adressons à tous. La preuve, c'est que nous ne savons pas si vous êtes adhérent ou pas et nous acceptons de répondre à vos questions. Nous espérons que ce chat vous a permis en tout cas de continuer à brasser finalement cette question très importante de la souffrance au travail, de la difficulté quotidienne, des conflits au travail, et nous y reviendrons puisque très bientôt sera à nouveau prolongée, disons, l'enquête climat scolaire, et là, ce seront les collègues du premier degré qui seront sollicités. Donc, je vous engage à être attentif, c'est pas le mot, mais à être réactif lorsque vous verrez arriver cette enquête et cette demande pour que vous participiez à l'enquête climat scolaire premier degré. Je vous remercie à tous, je te remercie Irène, je remercie l'ASL et je remercie bien évidemment l'ensemble de l'équipe technique qui nous a permis de mener à bien ce chat live. Sur ce, une très bonne soirée à tous.